Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage sur Street TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour également aux juges au siège Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Les élections couplées de novembre 2020 ont redistribué les cartes politiques au Burkina Faso. Avec ses 20 députés, le CDP devient la deuxième force politique à l'hémicycle, ce qui confère à son président le titre de chef de file de l'opposition politique. Officiellement installé le 5 mars dernier, quelle sera la touche de Eddy Komorigo à la tête de cette institution? La question lui sera directement posée puisqu'il est le convoqué du jour du tribunal de l'actualité. Mais avant de connaître les ambitions de l'homme et sa vision à la tête de cette institution, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie de l'émission, nous allons laisser la parole au juge Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le décès du président tanzanien John Magufuli, et donc qui avait disparu des radars depuis un certain temps. Il est passé il fait partie de ce qu'on appelle les corona-sceptiques sur le continent, donc qui ne croient pas à l'existence de la maladie. En tout cas, il passe pour ceux qui doutent beaucoup, qui n'en croient pas, et qui n'ont pas caché aussi cette façon de voir les choses. Donc c'est quelqu'un également qui souffrait, et donc selon les voix officielles, c'est depuis 10 ans qu'il avait des problèmes cardiaques, mais quand il avait disparu des radars, les uns et les autres se posaient la question de où est-ce qu'il est passé. Il y en a qui disent qu'il avait été atteint d'ailleurs par la maladie à coronavirus, d'autres disent que ce n'est pas ça. Bon, en tout cas, les voix officielles disent que c'est des problèmes cardiaques et dont il souffrait il y a près de 10 ans. Donc ce qu'on retient aussi, c'est que c'est quelqu'un surnommé le bulldozer, pour certains Thomas Sankara par sa façon de faire, mais bon, c'est aussi John Magufuli qui a aussi marqué son empreinte la Tanzanie, donc qui n'est plus à 61 ans, et donc certainement qu'il laisse également un vide qu'il faut aussi combler au niveau de la Tanzanie. Donc mon dernier, c'est pour être bref, mon dernier avant-propos va concerner, c'est aujourd'hui que la conférence de presse conjointe des deux ministres sur la question du baccalauréat aura lieu. Et donc je fais partie de ceux qui avaient dit les parents et les élèves attendent des explications. Donc finalement c'est annoncé pour aujourd'hui, et donc on attendra de voir en termes de contenu qu'est-ce que ça contient et de quoi est-ce que ça regorge. Peut-être qu'après on aura les acteurs pour également donner plus d'explications par rapport éventuellement aux zones d'ombre qui pourraient, comme on appelle ça, s'illustrer. Mais déjà c'est bien que rendez-vous soit pris pour expliquer aux Burkinabés qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle façon maintenant d'organiser le baccalauréat. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, j'ai bien le sujet de la Tanzanie avec Magufuli qui est donc décédé. Mais moi, c'est plutôt un autre angle qu'on avait déjà abordé sur le plateau du tribunal de l'actualité, la question de l'état de santé des personnes qui nous dirigent. Et on l'avait abordé ici, notamment avec à l'occasion du décès de Ahmed Bakayoko et d'un certain nombre d'éléments, et même concernant Gon aussi. Vous voyez, concernant le président Magufuli, en fait, la question de son état de santé était connue par plus de 10 années qu'il traînait un problème lourd cardiaque. Et peut-être à quelque chose, malheur suffira. Je ne dirais pas à quelque chose, malheur est bon, mais bon, il y a une dame qui va pouvoir accéder pour la première fois dans ce pays-là au poste de chef de l'État, parce qu'elle est, selon la Constitution, c'est à elle que cela revient maintenant d'organiser les choses, l'intérim. Et quand vous regardez, il n'y a pas que lui. Dans son entourage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ont eu des disparitions mystérieuses ces derniers temps, qui ont été pour beaucoup, et selon certaines indiscrétions, causées par la maladie à coronavirus, maladie sur laquelle il ne voulait pas communiquer, d'autant plus que lui-même avait dit depuis avril dernier que dans son pays, il n'y en avait plus de cas de malades à coronavirus. Mais je dis encore une fois que c'est peut-être personnel, la question de l'état de santé, mais quand on arrive à une certaine fonction, au regard de l'impact que cela peut avoir, au regard de la réorganisation que cela peut demander, au regard du symbole que vous êtes, il y a dans certaines mesures des éléments à savoir. On a beaucoup copié du
du système français, où la question de la maladie des personnes qui gouvernent, c'est un véritable secret. C'est seulement Hollande, si on se rappelle bien, qui, après avoir subi une opération légère même, quelque temps avant son mandat, était obligé de donner, je dis obligé, qui s'est senti obligé, lui, de donner tous les éléments sur ce qu'il avait conduit à l'hôpital et comment ça s'était passé pour rassurer les Français. Ça, c'était sa façon de faire, mais rien n'est lui obligé. On a calqué ça un peu dans notre façon de faire, dans notre façon de fonctionner, et ça fait que très souvent vous avez des présidents qui paraissent comme des malades apparents et dont la fragilité quelquefois saute à l'œil et qui très souvent au détour de quelques visites les allongent en Europe pour pouvoir régler des problèmes de santé. Et ça, quand ça revient de façon récurrente, ça ne peut que inquiéter, notamment les administrés, ça ne peut que inquiéter les citoyens. Et c'est pour cela que pour beaucoup c'est important d'avoir quelques éléments, et surtout lorsque ça engage de façon claire la suite des choses. Je crois que ça nous remet encore dans le débat que nous avions posé ici et de la justesse de l'avoir posé d'ailleurs. D'accord, merci monsieur le juge pour ces différentes clés de lecture. Alors comme je le disais en début d'émission, nous allons nous intéresser aux ambitions et à la vision de Eddy Komboigo à la tête du chef de file de l'opposition politique. Notre invité pour l'instant n'est pas sur ce plateau. Le sujet, nous allons l'enrôler avec les juges présents en attendant qu'ils nous prennent en marche. Alors cela va bientôt faire une semaine que Eddy Komboigo a été officiellement investi chef de file de l'opposition politique. Il doit composer avec 32 partis qui se sont officiellement déclarés de l'opposition selon la liste actualisée du ministère en charge justement de l'administration territoriale. Bernard Bourma, peut-être commentaire par rapport à ce nombre-là, quand on sait qu'en face, au niveau de la majorité présidentielle, on a 82 partis qui ont décidé de soutenir, je dirais, le pouvoir en place. Oui, merci. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une semaine déjà, c'est 2 semaines pratiquement. Voilà, 2 semaines. Demain, ça va faire 2 semaines. Voilà, tout à fait. Mais la liste aussi a été actualisée. La liste est actualisée. Et je crois que selon la dernière liste que j'ai, on a 99 partis qui composent la majorité et contre, comme on appelle ça, 38 pour l'opposition. Donc voyez-vous, l'écart est grand. La première liste faisait 32 contre 82, c'était déjà à 50 la différence. Aujourd'hui, on est à 99 pour la majorité, 38 pour l'opposition, parce que vous regardez, il y a des partis politiques qui ne figuraient pas sur la liste qui avait été fournie premièrement. Et donc de ces partis-là, il y avait le NTD qui est la majorité, mais qu'on ne voyait nulle part. Donc aujourd'hui, les choses ont été... Et quand Eddy Komboigo s'installait, j'ai vu un président de parti politique, je lui ai demandé finalement, vous allez où? Il m'avait dit, je ne me suis pas encore décidé. Alors que le délai aussi, voilà. Donc, je ne me suis pas encore décidé. Je demande pourquoi je suis en train d'observer. Donc, il y en a aussi qui ont pris le temps d'observer. Bon, peut-être qu'ils attendent un coup de fil pour l'un ou l'autre camp qui vient ou qui ne viendra pas. Mais peut-être aussi qui se décident, je ne sais pas moi, difficilement, ou qu'est-ce qui se passe. C'est la personne, c'est le président du parti, c'est oreilles seuls qui peuvent répondre. Et comme il y a des calculs là-dedans, donc nous sommes effectivement dans cette situation. Donc aujourd'hui, on a 61, l'écart ça fait 61. Donc ça dit c'est grand. Donc entre ceux qui ont fait le choix de la majorité, ceux qui ont fait le choix de l'opposition. Donc on remarque que dans le grand lot de la majorité, c'est presque tous les partis qui étaient insurgés contre la modification de l'article 37 qui se sont retrouvés. Et au niveau de l'opposition, c'est ceux qui étaient pour. C'est comme ça que je caricature. À l'exception, je dis bien, de quelques partis qui sont nés après l'insurrection ou qui sont nés dans le mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, mais et dont les acteurs aussi étaient opposés à la modification de l'article 37. Le MCR de Tahirou Barry, ce sont des acteurs qui étaient dans le parent qui étaient opposés à la modification de l'article 37 qui siègent à l'opposition. Nous prenons OPABF de Maître Farama Ambroise, qui était à l'UNIR, mais qui était aussi opposé à la modification de l'article 37, qui est un nouveau parti, mais qui est à l'opposition. Voilà.
Je prends ces deux parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, vous regardez, les anciens partis étaient à l'opposition, qui ont combattu la modification de l'article 37, qui font partie des partis dits insurgés et qui se retrouvent à l'opposition. Vous avez le Faso, autrement de Ablassé Ouedraogo, qui était pratiquement le président du comité d'organisation des marches meetings contre la modification de l'article 37. Donc il siège aujourd'hui à l'opposition, donc à Ablassé Ouedraogo. Il y a Burkina Yiroua du professeur Etienne Traoré, qui était d'ailleurs dans la majorité passée et qui rejoint aujourd'hui l'opposition. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un choix, comme on appelle ça, libre naturellement du parti. Naturellement, vous avez aussi les partis qui étaient à l'opposition mais qui n'étaient pas affiliés au chef de file en attendant de voir. Hier, nous avons oublié d'ailleurs de poser cette question à M. Herman Yaméogo pour savoir cette fois-ci s'il siégera de façon officielle au chef de file de l'opposition ou pas. Cette question a été pratiquement oubliée, mais elle était quand même importante pour qu'il s'explique, parce qu'il y a des Burkinabés qui ne comprenaient pas que les gens siègent à l'opposition mais ne sont pas aussi forts comme ceux de l'ONA qui ont fait un choix clair, ils disent nous sommes ONA, et puis se sont créés effectivement un regroupement. Maintenant, à la majorité, donc la majorité aussi c'est le grand lot des partis, beaucoup sont insurgés. Certains étaient à l'opposition, comme la NAFA. Il était d'ailleurs très dur au début du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait organisé des marches meetings pour obtenir la libération de leur champion Djibril Bassolé. Donc aujourd'hui qui siège au sein de cette majorité. Et il y a ceux aussi qui avaient claqué la porte du CDP en son temps, qui ont créé leur parti, qui siège au sein de la majorité, l'aile Rasmané Ouedraogo. Donc il y a toute cette composition, et puis qui a surpris le Burkinabé, c'est le MPS du professeur Louada et du premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui ont aussi rejoint la majorité. Ce sont des éléments qui ont quand même fait des vagues. Voilà. Donc, la tête de peloton d'ailleurs est tenue, ceux qui ont rejoint la majorité, la tête de peloton est tenue par l'ancien chef de file de l'opposition, donc Zéphirin Diabré, dont le parti d'ailleurs a eu une rencontre aussi avec le MPP la dernière fois. On attend de savoir ce que cela va donner. Donc, de façon caricaturale, c'est ce qu'on a. Donc, je ne veux pas dire que tous ceux qui sont à la majorité étaient opposés à la modification de l'article 37. Ceux qui sont à l'opposition aussi n'étaient pas tous pour la modification de l'article 37, parce que c'est en fonction des choix et des opportunités qui s'offrent et comment on se repositionne. D'accord. Je l'ai dit, la grosse question, c'est aujourd'hui quelle sera la marque de fabrique de Edi Kombreg à la tête du CEFOP. Il a déjà posé quelques actions qui laissent entrevoir un peu sa vision. Hier déjà, il rencontrait, je dirais, les partis de l'opposition. On se rappelle également que le 12 mars dernier, il a été reçu par le chef de l'État. Alors, Geoffroy Avard, on peut dire déjà que le président du CDP a pris ses marques dans ses nouvelles fonctions. Oui, c'est un président qui est on va dire, installé comme ça. Et puis, à la vérité, il fallait attendre aussi, parce qu'il y avait le délai de déclaration, de savoir quels sont ceux qui, en définitive, devront être avec vous. Et voilà un peu. Et je pense qu'il y avait tout cela. Et puis, eu égard à un certain nombre d'éléments, il y a la réalité que, voilà, il faut bien attendre de savoir comment est-ce que cette opposition de façon claire sera composée. Je pense que c'est un peu pour cela que les choses ont un peu tardé. Et puis dès qu'on a vu un peu la photographie de notre nouvelle composition pour ce qui est de la scène politique, on s'est dit, bon, il y a aussi que, quoi qu'on dise, le chef de file de l'opposition politique c'est consacré par la loi, donc on attend aussi des éléments papiers qui doivent être faits, donc le tout l'a été. On a eu la rencontre, comme vous le disiez hier, du cadre de concertation, une vingtaine de partis qui y étaient, donc c'est clair. Nous, je me rappelle la semaine surpassée, il y a 3 semaines en gros, on avait bien voulu l'avoir sur nos plateaux et tout, mais il a dit qu'il y a des protocoles, il y a un certain nombre d'éléments. Il fallait qu'il rencontre aussi d'abord les partis qui seront du CEFOP et tout, ce qui était logique. Et donc, on va dire que maintenant c'est quelqu'un de vraiment installé, surtout avec la première rencontre d'hier.
D'accord. Alors c'est vrai, malheureusement notre invité ne pourra pas être avec nous. Alors il s'est excusé. Nous allons prendre rendez-vous avec lui certainement demain pour évoquer le sujet. Mais je l'ai dit, il est tellement important que nous allons continuer. Bernard Bougma, alors quand on regarde aujourd'hui, on a parlé un peu du positionnement des partis politiques. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de partis au sein de la majorité présidentielle. À contrario, à l'opposition, il y a quelques-uns qui ont claqué la porte, des grands partis, des grands noms comme l'UPC. On a parlé de l'UMPS. Pour certains, c'est peut-être la personne de Eddy Kombouego qui pose problème. Est-ce que c'est aussi votre lecture? Oui, en partie. Pas totalement, mais en partie. Parce que des partis politiques ont confessé qu'ils ne siégeront pas à l'opposition avec un parti politique dirigé par Eddy Kombouego qui prendrait des instructions sur Abidjan pour venir diriger l'opposition. Ils l'ont clairement dit. Donc, en d'autres termes, le CDP est géré par procuration. C'est ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Et parmi ces personnes, il y a une que nous avons reçue, en la personne de Jean-Hubert Bazier, qui n'a pas fait mystère de cela. Il a dit qu'il ne peut pas siéger dans un parti dirigé par Eddy Kombouego, mais en sous-main par le président Blaise Compaoré. Mais en réalité, je ne pense pas que ce soit forcément la personne d'Eddy ou la façon de prendre des instructions. Non. Je pense personnellement que Eddy Kombouego a quand même plus ou moins une certaine marge de manœuvre au niveau du parti politique pour opérer des choix et prendre certaines décisions. C'est quand ça coince véritablement et que la cohésion du parti doit prendre un coup, à mon sens, qu'on a eu l'intervention du président fondateur, président d'honneur, qui supplante les textes du parti, comme pendant la crise qui a opposé Eddy et certains de ses camarades comme Yahya Zoungrana, Mahamadi Lamine Kwanda et bien d'autres. Donc, et ceux qui avaient esté effectivement en justice et ceux qui n'étaient pas aussi d'accord avec lui à l'intérieur par rapport à la façon dont les choses étaient conduites. Mais après cela, il y a eu quand même, de mon point de vue, une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté de ton, parce que Blaise Compaoré aussi tient compte des réalités du terrain pour agir, parce qu'à un moment donné, ceux qui sont à Ouagadougou pourraient prendre le risque de dire mais monsieur, si c'est comme ça, rentrez, on va travailler ensemble, ou bien vous nous laissez. Donc je pense aussi que lui, en fin politique, tient compte d'une certaine limite à ne pas dépasser pour ne pas courroucer également ceux qui sont sur le terrain et qui prennent des coups. Parce que depuis qu'il est à Abidjan, il y en a qui ont pris des coups au niveau du parti et jusqu'à présent qui portent les séquelles. Donc il y a cette réalité aussi qui prend en compte. Mais maintenant, je pense que c'est beaucoup plus la personne de Blaise qui pose problème à certains. Ce n'est pas Eddy en tant que tel, c'est le CDP, parce que quand il regarde Eddy, quand il voit sigle CDP, il ne voit d'autre que Blaise Compaoré, qui leur a marqué, parce que certains ont été marqués depuis l'époque révolutionnaire jusqu'à maintenant. Et donc ils n'ont pas pu régler parfois ces problèmes de personnes liés à certains. Et bon voilà. Donc entre Émile Parguy-Paré qui dit qu'il est insurgé permanent, qui a subi des affectations, sanctions, ça a joué sur sa carrière, entre un Jean-Hubert Bazier, journaliste affecté pour aller enseigner le français dans un établissement et qui revient après, qui finit pratiquement à l'ISTIC, dont la carrière aussi a pris un coup. Donc je pense que d'autres personnes qui ne s'expriment pas de façon ouverte, quand il voit le sigle, il ne voit pas l'épi et la daba. Quand il voit Eddy, il ne voit pas M. Kombouego. Il voit un Blaise Compaoré. Et il y en a qui ça dérange. Et il ne serait pas à l'opposition s'il n'y avait pas un Zéphirin Diabré. Et je pense aussi que certains étaient liés par la réalité. Vous avez été en coalition avec M. Diabré, après il a fait un choix, les mêmes là. Vous faites quoi? Donc en attendant, vous assumez pour voir ce que... Voilà. Mais la présence du CDP déranger aussi certains. Ça, il faut également avoir le courage de dire. Donc, ils ont eu l'opportunité d'aller à la majorité. Pas parce que forcément, ils vont engranger un poste. Non. Pas parce qu'ils auront une part de gâteau. Non. Mais par principe. Et c'est ce que Jean-Hubert Bazier, par exemple, dit. Il dit c'est une affaire de principe. Donc, certains aussi sont allés par calcul. Donc, maintenant, résumer tout à la personne d'Eddy Kombouego, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est beaucoup plus sa personne, mais c'est l'histoire aussi d'un parti politique, Front Populaire, ODPMT, CDP, et la gestion d'un pays et de la carrière de certaines personnes. Donc parfois c'est aussi des problèmes personnels. C'est ça aussi la réalité de notre République. Il y a des problèmes personnels qui jouent sur les partis politiques.
Vous prenez les partis politiques, nos partis sont la conséquence des problèmes personnels. C'est pourquoi on a beaucoup de partis politiques. Le MPP a déjà enfanté combien? L'UPC a enfanté combien? Le PARA a enfanté combien? L'UNIR a enfanté combien? Il y a rare de partis politiques au Burkina qui n'ont pas de rejet, qui n'ont pas d'arrière-petit-fils de partis politiques. C'est morcelé parce que pour un oui ou pour un non, bon ok, chacun part créer son. Ça devient comme une entreprise personnelle. Donc, il y a des problèmes de personnes qui jouent sur les partis politiques et c'est ce que effectivement nous avons aujourd'hui. Et certains aussi ont prouvé que le fait qu'un grand ne soit parti à la majorité laisse une bonne place à l'opposition et ils peuvent avoir un rôle à jouer comme Dr Ablassé Ouedraogo. D'accord. Alors je le disais, les élections couplées de novembre 2020 ont redistribué les cartes sur la scène politique. Pour certains analystes, le grand gagnant au sein de l'opposition, c'est bien le CDP qui aujourd'hui a le poste de chef de file de l'opposition, qui a quand même assez de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est également votre lecture? Beaucoup estiment que c'est une occasion donnée à Edi Komboego d'imprimer véritablement sa marque. Oui, c'est clair que c'est une occasion donnée pour lui, mais c'est par le choix des Burkinabés à la fin. Et c'est clair que si vous le questionnez, il vous dira qu'il a candidaté à la présidence, donc à la présidentielle. Donc son objectif premier, c'était bien le fauteuil de Kosiam. Maintenant, celui d'Issefop ne va pas cracher là-dessus, mais il va s'assumer. Ça, c'est une obligation qu'il a. Et puis je disais à un moment donné aussi sur ce plateau que quand vous regardez aussi pour que à la fin, il dit Komboego soit candidat du CDP pour les dernières élections, il a fallu des bagarres à remporter en interne. Ça, ce n'était pas rien. Et il a candidaté, on a les résultats. Aujourd'hui, il est sorti déjà deuxième à la présidentielle et quand vous regardez, ce n'est pas ridicule aussi le nombre de députés qu'il a. Lorsque vous voyez comme ça des partis aussi qui ont compté comme l'UPC, qui ont connu cette régression et tout. Et le voilà chef de file de l'opposition politique. Ça veut dire que le combat qu'il a mené, et même au sein de son parti, il en aura encore à mener au sein d'Issefop. Déjà, dans convaincre, je me dis, certains de rester. Parce que aujourd'hui on parle de la trentaine, mais c'est qui ont fait une déclaration officielle d'appartenance à l'opposition, pas encore au CFOP. Ça, c'est des choses à attendre de voir. Et hier, quand nos journalistes étaient au cadre de concertation, quand ils en revenaient, notamment Abdelrahim Niénié qui nous a proposé un élément dans le journal de 20h, toutes les questions qu'on lui posait, mais qui est-ce que tu as vu là-bas? Parce qu'on voulait savoir, en définitive, qui a décidé de poser ses valises au CFOP. Donc aujourd'hui, avant c'était presque pas un enjeu. On se disait c'était naturel, on aurait un bon monde, ça allait être animé, le reste ceci, le reste cela. Mais c'est parce qu'il y a une histoire récente du Burkina, pour ne pas répéter les propos de Bernard Bougouma, qui donne la logique des choses, où il y a une ligne qui est revenue presque, qui est imaginée mais qui est là, article 37, d'un côté il y a ceux-là, de l'autre côté vous avez les autres. Mais en même temps, c'est vrai que pour certains partis politiques, la question de réconciliation nationale, peut-être qu'ils se sont assis, ils ont dit c'est mieux de ne pas avoir un porte-parole, parce qu'on est directement engagé avec des figures de proue de notre parti qui sont à l'extérieur, pour lesquelles les cas méritent d'être discutés, autant être directement avec le décideur et puis peut-être avoir langue directe et puis discuter en interne. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes à l'opposition, votre porte-parole, c'est le chef de file de l'opposition politique. Peut-être que certains ont voulu discuter directement de leurs problèmes. Quand vous regardez, il y a eu des basculements qu'on a trouvé quand même surprenants. Quand vous prenez le cas de celui du parti de Yacouba Isaac Zida, le MPS, les propos, je ne dirais pas pendant la campagne, après les résultats et l'entêtement juste après, tout cela n'augurait pas de ce qu'on ait un parti qui rejoigne la majorité. Mais il y a un enjeu. Dans la question de réconciliation, il y a une question de retour d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'il allait attendre que son retour soit discuté avec ceux de l'ancien régime et tout. C'est beaucoup de questions. Peut-être que ça pesait dans la balance. Donc, ça fait qu'on retrouve, au niveau de la majorité, quelques surprises.
Mais pour beaucoup, on s'est retrouvé dans une ligne imaginaire qui est revenue comme article 37, et puis quoique ce ne soit pas le débat d'aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui seront aussi forts, je dis, et pour revenir à la question que vous posiez, c'est un enjeu majeur, pour Eddy Kombo-Ego. Maintenant, ce n'est plus la question du CDP et des petites querelles internes que vous avez à gérer. Quoique le CDP soit passé par de grosses querelles aussi, et qui a fait que sur le bas-côté, il y a beaucoup qui sont restés parce qu'il y en a qui ont décidé de partir. Cette fois-ci, au sein du CEFOP, ça sera bien différent, parce que ce n'est pas le parti dont vous avez hérité, au sein duquel vous avez bataillé. Non, c'est d'autres idéologies, d'autres façons de voir et d'autres préoccupations, ainsi que d'autres intérêts avec lesquels vous allez devoir composer, parce que vous en êtes le porte-parole. Vous devez avoir une ligne commune sur un certain nombre de sujets afin que vous puissiez être le porte-voix. Donc ça va demander de manœuvrer, mais je pense qu'il devrait en être capable. Mais ce que je crée moi, ce n'est pas ce qui va se passer au sein du CEFOP, mais ça sera sa capacité à pouvoir être entendu et démontrer une certaine légitimité quand on regarde la question du nombre et de ceux qui sont à l'opposition sans être au CEFOP. Comment est-ce que les choses vont se passer? Même si il y a les textes qui font de vous le porte-parole légal, naturel, et donc dont la voix porte, il y a la réalité des faits, il y a la réalité du terrain, où la place ne sera pas donnée. On n'est plus dans la même situation avec les CEFOP d'avant, où c'était des cadres où fourmillaient plein de partis politiques. C'est vrai, de visions diverses et tout, mais qui étaient très animés en termes de débat. Aujourd'hui, le problème, c'est le nombre. Donc ça devient déjà un premier défi. Maintenant, quand vous retrouvez vidé de beaucoup de partis, qui peut-être mal à l'aise à la majorité, mais aussi mal à l'aise avec vous, ça veut dire que c'est des gens qui vont trouver des canaux d'expression sur les sujets qui vont concerner la République. On sait que la question de conciliation nationale est primordiale. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de partis politiques qui sortent là-dessus. Maintenant, il y a un CEFOP qui existe. Lorsqu'il y aura des discussions, il y aura Eddy Kombo-Ego qui sera le porte-parole du CEFOP. D'accord. Mais est-ce que sa parole sera vraiment entendue quand on sait qu'il y a beaucoup qui sont de l'autre côté et qui ne veulent pas forcément se rallier? Alors, on l'a dit, le défi de Eddy Kombo-Ego, c'est d'être un rassembleur au sein de l'opposition. On se rappelle encore de l'appel qu'il lançait hier au sortir de cette rencontre avec les partis de l'opposition politique. Il estime qu'il n'y a qu'un seul cadre prévu par la Constitution, c'est bien le CEFOP, et il a même invité les autres partis de l'opposition à se rallier. Alors, est-ce que vous pensez, Bernard Bouma, que cet appel-là sera véritablement entendu quand on pense justement à ceux qui sont du côté de l'ONA, l'opposition non affiliée? Non, ils ne sont pas obligés parce qu'ils ont pris l'esprit par la lettre. Parce que la lettre oblige que c'est le chef du file de l'opposition qui est le porte-parole attitré. L'esprit ne vous dit pas que ne vous n'interdit pas un autre regroupement comme vous voulez. C'est d'ailleurs cette faille qui fait que certains, effectivement, se déclarent, puisque vous déclarez au ministère que vous êtes parti de l'opposition ou parti de la majorité. Maintenant, on met la précision que le porte-parole, et qui doit être consulté sur les grandes questions de la nation, c'est le chef de file de l'opposition, puisque la précision, même les textes précisent que le chef de l'État a obligation d'échanger avec le chef de file de l'opposition sur les grandes questions. Donc, touchant à la vie de la nation. Donc ça, c'est une obligation qui est même donnée. Maintenant, on n'interdit pas aux autres. Donc, quand vous déclarez à la majorité et vous refusez de siéger au CEFOP, c'est votre droit. C'était d'ailleurs tapé à la porte du CEFOP et elles ne se sont pas ouvertes jusqu'à la fin du mandat. Ablassé Ouedraogo en faisait partie. L'UFC de Balima faisait partie de ces partis politiques et qui ont dénoncé, qui disent vouloir rester en justice. Je crois même d'ailleurs il y en a qui ont resté en justice qui n'ont pas eu raison parce que ça n'a pas marché. Parce que là, dans le cadre de concertation, ça avait été clairement dit. Le président ne peut vient là-bas, c'est ceux dont les députés signent à l'opposition. Monsieur un parti qui siège à la majorité, donc ça avait été un élément qui l'avait bloqué. Et donc, pour d'autres, ils ne sont pas obligés de venir au chef de file de l'opposition et peuvent s'exprimer librement comme ils veulent. Et c'est ce que M. Herman avait fait depuis longtemps. D'autres d'ailleurs ont été au chef de file de l'opposition, mais après on claqué la porte. Mais on continue à être des opposants comme le docteur Aristide Ouedraogo.
qui siégeait plus chef de file de l'opposition, mais qui était parti d'opposition jusqu'à la création de l'ONA où effectivement il a adhéré. Donc c'est un appel qui est lancé. Est-ce que l'appel sera entendu? Est-ce que les uns et les autres vont accepter d'y aller? Ça va être maintenant. La question de l'opportunité, c'est pour faire quoi? Parce que c'est la question qui va être posée. C'est pour faire quoi? C'est pour mener quel combat politique? C'est pour s'opposer à quoi ou à qui finalement? Je pense que aussi ce sont de grosses questions qui sont soulevées par certains partis aujourd'hui. Donc, c'est un appel qui peut être entendu, voilà, et c'est tout le monde entendu, mais qui est bien en signe d'ouverture. Parce que bon, je ne suis pas fermé, je ne suis pas clivant, que vous soyez aussi fort ou pas, mais vous êtes tous des partis politiques. Je vous appelle de venir pour qu'on s'organise ensemble. Eux, moi, j'ai un quart formel de l'organisation. Au niveau de la majorité, la PMP n'est pas reconnue par les textes qui se sont regroupés comme ils peuvent. Mais bon, ils arrivent effectivement ils ont un secrétariat permanent, ça marche aussi avec eux. Mais pourquoi vous ne pourrez pas? Donc, je dis bien, l'appel peut être entendu et tout, mais n'oublions pas, nous sommes dans un parti politique où, comme l'a dit Oufou Boyi, beaucoup préfèrent être tête de rat que d'éléphant. Donc, est-ce que dans ces conditions, parce qu'il y en a qui veulent l'opportunité, ça dit que avoir un plateau, la légitimité de s'exprimer, mais qui ne veulent pas être alignés derrière quelqu'un. Parce qu'il y en a qui ont ce complexe-là aussi. Donc maintenant, est-ce que ça va être entendu? Tout dépendra maintenant du contenu que l'opposition va sortir, parce que le grand enjeu c'est là, le contenu et la stratégie de l'opposition versus de l'opposition battant pavillon et du Kombouego, quoi. D'accord. Alors on se rappelle aussi du contexte avant ces élections couplées là au sein du CDP. Je dis, la vie du parti, c'était pas un long fleuve tranquille avec les crises qu'on a connues. Est-ce que ce positionnement ne donne pas les manettes à Edi Kombouego pour pouvoir taire, je dirais, les crises internes au sein même de son parti, le CDP? Bon, on ne peut pas prédire que c'est forcément terminé, mais je crois que c'était aussi c'était un genre de crise qui tirait son principe de qui allait sortir des candidatures à la candidature. Donc maintenant que les questions présidentielles, tout ça c'est fini, vous voyez que c'était des clans en interne, parce que il y avait ceux-là qui s'alignaient derrière celui-là qui voulait la machine CDP derrière, ou ceux qui voulaient la machine de CDP derrière. C'était un peu ça. On décidé de quitter carrément le navire, mais pour moi c'était par rapport à un objectif. Maintenant la présidentielle s'est passée sur autre chose, et je pense que Edi Kombouego a démontré peut-être aux uns et aux autres que ce qu'on lui prédisait, c'est-à-dire celui qui ne connaissait pas vraiment la politique et qui n'était pas fin manœuvrier, ils ont eu à être soit désagréablement mais agréablement surpris pour certains, parce qu'il il a pu se maintenir et il a pu terminer candidat du CDP avec les résultats qu'on a. Ça c'est une réalité. Maintenant, la question aussi du CIFOP, ça c'est un autre enjeu. Ce n'est plus manœuvrer en interne, c'est avec des idéologies qui sont différentes, des perceptions qui sont différentes, des partis politiques qui ne sont pas les vôtres, et pour lesquels vous devez avoir le quitus et l'assurance que vous êtes le porte-voix. Voilà le débat aujourd'hui. Et puis vous menez votre position de quelle façon, de quel type? Sera-t-elle celle qui sera virulente en face d'une majorité sur certaines questions, ou bien je ne dirais pas qui accompagnera, mais qui saura peut-être de façon plus subjective gérer les choses? Parce que n'oublions pas que la question principale aujourd'hui là, c'est la question de réconciliation. Et il y a un gros intérêt du CDP lui-même sur ces questions, et même de ceux qui sont restés avec lui au chef de file de l'opposition politique. Parce qu'il y a une question de retour de classique d'un ancien régime, et de tous les partis qui étaient autour et qui avaient soutenu l'article 37. Donc chacun y a intérêt à un moment donné. Donc il va falloir manœuvrer de façon fine pour obtenir les résultats pour les uns et les autres. Et puis il y a un autre enjeu peut-être dont on ne parle pas, c'est que dans la logique des choses, il y a le président actuel qui ne devrait plus être candidat. Ça change la donne. Ça change la donne. Quand vous êtes une opposition face à un président qui
sûr à 100% qui a un premier mandat, donc qui est sûr à 100% tentera un second, la posture n'est pas la même. Ça veut dire que aujourd'hui, pour l'opposition, parce que le but d'un parti politique, à la fin, c'est vrai qu'on nous a dit ici, avec Emmanuel Amego, la question des idées et tout, mais pour la plupart, c'est aller à Kosiam. Et si vous vous dites que celui qui est là, ce n'est pas forcément lui qui va candidater la prochaine fois et qu'il aura quelqu'un de désigné, un poulain et tout, vous ne vous attaquez plus à la personne, vous vous attaquez à un système, vous vous attaquez à une machine, vous attaquez à tout ce qui symbolise une majorité. Comment dire cela, la stratégie elle est différente, elle est plus ciblée sur celui qui cristallise tout. Maintenant là, vous ne savez pas à qui on fera la passe. Donc du coup, vous regardez aussi, vous aurez à manœuvrer avec ça. Donc je me demande quel type d'opposition, à quel type d'opposition on aura déjà droit, étant entendu qu'il y a beaucoup de questions qui sont chères au monde de cette opposition-là et avec lesquelles ils devront finement jouer. D'accord. Alors, Juge Bougouma, Geoffroy va mettre le point sur une question essentielle. Quel type d'opposition nous aurons avec Eddy Kombrego? C'est vrai que quand on remarque toutes ces sorties, il y a un terme qui ressort, une opposition républicaine. Alors, avec Eddy Kombrego, aura-t-on une opposition conciliante ou une opposition va-t-en-guerre? Conciliante, va-t-en-guerre, je ne sais pas. Mais bon, le concept de cette opposition républicaine, c'est M. Diabré qui l'a amené. Parce que le CDP, bon, je pense que c'est pratiquement la deuxième fois que le CDP goûte à l'opposition. Il va gérer l'opposition. C'était un parti au pouvoir qui est tombé. En 2015, c'était pratiquement la transition pour tout le monde. L'opposition a commencé en 2000, à partir des élections de 2015, mais cette fois-ci c'est le CDP qui est devant en tant qu'opposant. Donc c'est aussi une expérience pour certains qui n'avaient jamais fait l'opposition. D'autres ont eu à faire l'opposition avant de se retrouver au CDP. Donc il y en a quand même qui ont cette expérience, mais d'autres sont en train de l'apprendre à leur corps, défendant à s'opposer à comment on appelle ça, à quelque chose, donc à un pouvoir. En tant que chef de file, c'est très différent. Donc tout dépend maintenant de quelle marque est-ce que vous allez imprimer. Opposition conciliante ou opposition frontale ou je ne sais pas moi, tout dépend de la nature du combat que vous avez à mener. Benouende Sankara a mené le combat contre la révision de l'article 37 à sa façon. Quand M. Diabré est arrivé avec plus de poids compte tenu du nombre de députés qu'il avait eu à l'Assemblée nationale et avec l'assise que son parti avait déjà eu, ça avait donné également du poids, mais lui aussi il avait une façon de conduire son opposition qu'il appelait opposition républicaine, dont les marches n'ont jamais été réprimées sauf la toute première marche par rapport à venir remettre le papier au ministre où il faut traverser le cordon sécuritaire. M. Diabré refuse, il y a eu de la bousculade et puis bon, les gaz lacrymogènes ont commencé à être lancés. Après cette toute première marche, il n'y en a plus jusqu'au 30-31. Donc il y a cette façon qui obtenait du résultat. Ça grossissait à chaque sortie, à chaque appel, mais qui n'avait pas eu de casse. C'était aussi sa façon de faire, mais qui avait du résultat. Ça, il faut le dire. Mais aujourd'hui, et à un moment donné, ça s'est terminé par la rue. Mais aujourd'hui, l'argument de l'opposition politique, ce n'est pas contre la modification d'un article. C'est pas aussi contre les velléités d'un troisième mandat qu'on ne voit pas d'abord. Parce que le président Roch n'a pas officiellement dit je vais faire un troisième mandat. Dans son discours de fin d'année d'ailleurs, il dit mon deuxième et dernier mandat. C'est assez clair. Et donc pour certains, c'est assez clair. Sauf que bon, c'est la parole d'un homme politique. Et on a vu sur le continent et avec les voisins, il faut prendre avec des pincettes. Donc aujourd'hui, l'argument de fond pour s'opposer au président Roch Marc Christian Kaboré, c'est maintenant sur les questions de la bonne gouvernance, de la gestion saine des affaires de l'État, de la transparence. C'est sur ces questions que certainement l'opposition peut jouer. Et là, l'opposition aura des alliés, ce sont les syndicats et les organisations de la société civile qui sont dans ce domaine depuis longtemps. Sinon, l'argument politique par rapport à pouvoir s'opposer aujourd'hui, il faut le chercher. C'est le report des municipales, il dit, lors de son installation, a dit de suspendre le processus de report, le temps que la classe politique se parle, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Il y a la question du référendum, l'opposition
piloté par Zef en son temps, avait dit que c'était pas opportun. Le professeur Augustin Loada avait fait une démonstration pour dire non seulement c'est coûteux, c'est pas opportun, l'article 37 est bétonné, c'est bon, on n'en a plus besoin, et puis bon, les priorités de Burkinabé sont ailleurs, il y a les questions sécuritaires, il ne faut pas en entendre parler. Est-ce que cette fois-ci, l'opposition va s'ériger contre le référendum et en faire un argument de lutte? Donc, vérité du troisième mandat, contre le référendum, contre le report des municipales, est-ce que l'opposition en fera véritablement un argument de lutte pour installer un certain rapport de force qui peut changer? Et puis bon, on est pratiquement, mais les mandats sont en train de finir, donc c'est sûr que ça va être acté ce report-là, pour ne pas créer un vide juridique au niveau des communes. L'autre aspect qui peut limiter, c'est la réconciliation nationale demandé par l'opposition. Le chef de l'État montre de la volonté, il nomme un ministre. Et donc, est-ce que si Edi va tirer dans son camp, on dira attention, comme il est en train de faire réconciliation, peut-être s'il y a un gouvernement d'ouverture, certains d'entre nous peuvent rentrer, ça peut aider le parti qui souffre déjà. Il y a ce calcul politicien là qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis il y a un monsieur, Blaise Compaoré, qui veut rentrer, comme l'avait dit Juliette Bonkongo à Monde Politique. Blaise est un Sahélien. Donc comment on appelle ça, le côté froid où il est le dérange un peu. Il veut la chaleur du Sahel, il veut rentrer, mais il y a des conditions à fournir. Et hier, il y a quelqu'un, et non des moindres, qui dit la main tendue n'est plus ballante. Donc est-ce que vous allez trouver des arguments politiques pour vous opposer et puis faire en sorte que la main qui n'est plus ballante, là on relâche la main qui n'est plus ballante? Je crains que cela ne puisse créer de la difficulté à ce qu'on puisse avoir une opposition frontale. C'est pourquoi j'ai dit, à ce stade actuel de la marche de notre pays, on s'oppose à qui et on s'oppose à quoi et pourquoi? D'accord. C'est une question. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une opposition, parce que dans la démocratie, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, ce n'est pas bien. Mais nous sommes à un niveau, je parle de notre pays, dans le cas actuel, où il y a beaucoup d'enjeux. Comment faire pour ne pas hérisser ou ne pas déranger certaines procédures? C'est ça la grosse question. Alors, juste à la lumière de ce que Bernard dit, on est tenté de se poser la question suivante. Finalement, quels sont les chantiers de cette opposition-là? La question de la réconciliation nationale, même si elle n'est pas réglée, aujourd'hui, il y a eu une dynamique avec le ministère de Zéphirin Diabré. Les acteurs sur le terrain, chacun selon son mode opératoire, apporte sa contribution pour qu'on aille vers cette réconciliation nationale-là. Finalement, quelles peuvent être les matières pour l'opposition justement pour se faire sentir avec ce qu'on a comme enjeu? La première matière même, c'est la question de la gouvernance. Ça, c'est la première matière. Maintenant, le truc, c'est que les polarisations là se font sur des sujets ou bien de la matière centrale. C'est cette matière centrale là qui manque aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir chercher, sinon, je ne sais pas. Elle devrait être la réconciliation. Mais, là, il faut reconnaître au président Roch-Kaboré et à son équipe de n'avoir pas attendu après les élections pour l'enlever à une opposition qui pourrait en faire sa matière principale. Pendant même la campagne, il a enlevé ça même à l'opposition déjà. Cette question-là, il l'a enlevé à l'opposition. Lorsqu'il a dit, je veux faire venir Blaise Compaoré, parce qu'il sait que c'est l'un des sujets phares. Et il a dit sur cette question, ça sera l'une des priorités de son mandat. Du coup, les autres ils ont été pris de court et il a déroulé comment il entendait un peu faire ces choses-là. Et dès le premier gouvernement, vous voyez ce qu'il fait. C'est Zéphirin Diabré qui se retrouve être ministre d'État chargé de ces questions. Vous enlevez encore, et c'était l'ancien chef de file de l'opposition politique. Donc il y a des matières à antagonisme, des matières à cristallisation d'opposition qu'il a enlevé, qui ne reste pour l'autre camp que finesse dans la manœuvre ou bien expression de désaccord sur la stratégie. Mais ça, c'est différent de la négation d'une dynamique. C'est ça en fait. Alors que les oppositions se confortent et se sentent souvent sur la négation de certaines dynamiques. Tout ça là, on n'est pas d'accord. Mais si on est d'accord, mais on pense qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ce n'est pas la même chose.
Vous comprenez? Et on attend de voir quels seront ces chantiers-là. Mais je sais que la question de la gouvernance, c'est ce sur quoi, ça c'est traditionnel, vous entendrez une opposition qui titillera un parti au pouvoir le long de son mandat sur un certain nombre de décisions qui sont prises, ou bien de l'attitude qui sont données, ou de laisser aller, ou bien de genre d'impunité qui ne dit pas son nom. Vous allez toujours entendre cette opposition. Mais souvent, à chaque... C'est ce à quoi on avait été habitué. À chaque chef de file d'opposition politique, son combat. On est en train de chercher quel sera le combat de Eddy Kombouego quand on regarde. Qu'est-ce qui va symboliser ce mandat-là au niveau du chef de file de l'opposition politique. Pour moi, le grand enjeu, et ça je le répète, c'est sa capacité, au-delà de ce que lui confèrent les textes, d'être le porte-parole de l'opposition, non porte-parole légal, et qui sera appelé et consulté, que quand on dise opposition, ce soit vraiment les chefs de file de l'opposition politique qui viennent dans la tête de tout le monde, et que ce ne soit pas un autre groupement qui se soit créé et qui est gagné en volume et en légitimité, tant et si bien que même s'il n'est pas pris en compte, sa voix porte au niveau au niveau national, au niveau des Burkinabés qui de façon générale écoutent. Je pense que ce sera ça le débat au regard du nombre dans lequel on est. Mais c'est vrai, certains diront aussi la question de la qualité des partis politiques. Donc on attendra peut-être de voir. Il y aura ce premier combat-là déjà à mener. Maintenant quand lui sera gagné, on verra ce que ça va donner par après. Et puis quand vous regardez, j'ai dit, il y aura beaucoup d'enjeux. Parce que on n'est pas, pour ceux qui sont à l'opposition, on n'y vient pas pour... non. Le verre a été tiré, il a été bu, c'est fini. Il y a quelqu'un qui a gagné. Ce que vous faites, et c'est ça l'existence des partis politiques, c'est rabattre vos troupes, vous réorganiser pour la prochaine consultation électorale. C'est pas dire non, c'est pas ça seulement. C'est ça le principe aujourd'hui. Donc même le CDP, le CFOP, c'est pas la finalité. C'est comment s'organiser pour revenir au pouvoir. D'accord. Et l'enjeu, je le dis encore, c'est... Tout à l'heure, Bernard disait quelque chose. Peut-être que l'un des combats pourrait être la question de non, on ne veut pas d'un autre référendum et tout, des changements de constitution, pour être sûr que ce soit bétonné, qu'il n'y ait pas une volonté de premier, deuxième mandat, ou bien première dynamique de deuxième mandat, comme on l'a vu dans certains pays. Mais même si on veut rentrer dans ce débat-là, ceux qui sont à la majorité, même ceux qui sont à la majorité, il y a beaucoup qui ont crié que ce n'était pas, on n'en avait pas besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas abandonné leur volonté ils sont à la majorité, mais je sais qu'ils n'ont pas abandonné leur volonté de fauteuil. C'est des partis politiques. Même cette question, en leur sein, ça va faire quelque chose. Et même, autant nous parlons de l'opposition, de sa composition, de peut-être des gens de fragilité, on pourrait dire autant, et même dans des proportions plus fortes, de la majorité. Sa composition, son caractère soudé, et puis la configuration qu'on a actuellement. Alors, juge Bougouma, c'est vrai que Geoffroy va parler tantôt des prochaines échéances électorales. Ce qu'on a déjà en vue, c'est les municipales. Il y a la question du report et aussi on parle de la relecture du code électoral. Ça va être certainement au cœur des prochaines, rencontres entre le chef de l'État et le CFOP, puisqu'il y a un cadre institutionnel qui est effectivement instauré et voulu par les acteurs politiques. Est-ce qu'effectivement c'est pas un autre enjeu? Oui, c'est un autre enjeu, parce que je discute avec certains qui se posent deux questions par rapport à la réforme au niveau des collectivités, surtout avec le nouveau découpage. Parce que il y avait une tendance qui voulait qu'on fasse le découpage après ces élections et que cela puisse être activé aux prochaines élections municipales et législatives, parce que si vous avez de nouvelles provinces, il y aura naturellement l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée, parce que vous créez de nouvelles circonscriptions électorales, parce que la circonscription électorale du député, c'est la province. Et en même temps, d'autres disent, bon, on change, on finit la réforme en même temps, organiser les élections et puis commencer la mise en œuvre et puis rectifier le tir pendant qu'on y est. Parce que vous créez de nouvelles provinces. C'est vrai que le député, c'est vrai que la circonscription électorale c'est la province, mais étant donné que c'est un élu national. Bon, les autres provinces ne diront pas que nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale, puisque arrivé, il n'est pas le porte-parole d'une quelconque province, non. En principe, il ne reçoit plus d'injonction. Donc c'est un député. Donc cette question, elle se règle facilement en même temps.
Et donc ce n'est pas parce que dans votre province, il n'y a pas quelqu'un qui siège à l'Assemblée nationale que vous allez dire que la province n'est pas représentée, parce qu'il ne vient pas prendre des instructions de votre province pour venir porter devant ses pairs à l'Assemblée nationale. Il parle au nom de Burkinabé, c'est pourquoi on parle de représentation nationale, donc des représentants du peuple burkinabé. Donc je pense que cette question, il n'y a pas de problème à pouvoir régler cela. Mais l'incidence, c'est les prochaines législatives et les prochaines municipales. Parce que vous aurez de nouvelles communes rurales, de nouvelles régions, de nouvelles provinces, et ça a un coût, mais également. Donc, naturellement, les discussions devront... Et puis, c'est un vieux dossier. En réalité, c'est un vieux dossier, ce découpage-là. C'est l'insurrection qui a plus ou moins mis ça en berne. Sinon, c'est un dossier, d'ailleurs, qui était bouclé en son temps. Donc, il y a des villages qui savaient qu'ils allaient devenir des communes rurales anciennes qui savaient qu'elles allaient être érigées en province, mais avec la relecture, comme ils sont en train de dépoussiérer, est-ce que le projet initial va être conservé ou bien ça va être revu, soit à la baisse, soit à la hausse? C'est ce qu'on ne sait pas. Sinon, en réalité aussi, c'est un vieux dossier et c'était dans le tuyau, comme on le dit. Mais naturellement, ça va être sur la table de discussion entre les différents acteurs par rapport à ce nouveau découpage-là. Merci, messieurs les juges. Alors, quelle est la vision et les ambitions de Eddy Komboigo à la tête du CEFOP? Tel était le sujet enrôlé. Alors, cette convocation n'aura pas de verdict puisque le convoqué du jour n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais ce n'est que partie remise. On avait souhaité avoir le président du CDP et chef de file de l'opposition politique, Eddy Komboigo, qui prend l'engagement de répondre à notre convocation une prochaine fois. Ça sera peut-être demain. On se retrouve pour d'autres actualités à juger, et comme on l'a dit, on ne doit pas condamner une actualité avant de l'avoir jugée. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités à juger. Excellente journée en compagnie des médias leaders Truth TV et Watt FM.